Bonjour et bienvenue. Comme chaque semaine, on va revenir sur plusieurs sujets d'actualité. Enfin, un en particulier aujourd'hui sur la mise en place du Conseil économique et social. Et comme notre émission est avant tout à vocation à parler de tout ce qui est société, on va en particulier parler de la santé aujourd'hui. Et pour ce faire, on a le docteur Timothée Bitilassi qui est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc vous êtes à la direction d'action sanitaire et sociale de l'INSES. C'est vraiment ça. D'accord. Alors vous allez avoir l'occasion de nous présenter un petit peu cette grande structure, son fonctionnement et puis surtout ses limites aussi. On a un peu l'impression, nous, de l'extérieur, mais vous allez pouvoir vous défendre s'il faut se défendre. Mais avant ça, à côté de vous, Francis Checo. Bonsoir Francis. Bonsoir Timba. Alors docteur, chaque semaine, Francis revient pour nous dans sa rubrique Racine sur des aspects historiques de plusieurs choses qui concernent notre pays. Et donc là, évidemment, comme on parle de l'INSES, il va revenir un petit peu sur cet institut, n'est-ce pas? Et évidemment, je vais faire le condensé. Je parle de la sécurité sociale en général, mais en particulier le condensé de l'historique de l'INSS. D'accord. Alors, on a hâte d'entendre ça, Francis, mais avant ça, on rentre dans le vif du sujet avec la première rubrique, Arrêt sur image. Alors, comme je vous le disais en ouverture, l'essentiel du sujet de cette émission, c'est le Conseil économique et social qui a été mis en place il y a quelques jours. On connaît désormais les 68 noms des membres qui en composent son Conseil. Et donc, comme vous devez le savoir, Francis, sans doute, c'est le député Henri Thomas Lokondo qui a l'initiative en fait de ce projet. C'est lui qui avait proposé cette loi à l'Assemblée qui a été votée. C'était déjà en 2013, donc il a fallu à peu près 18 mois pour la mise en place. Alors je ne sais pas si c'est le délai normal pour tout ce qui est politique. On a toujours l'impression que les choses avancent lentement. Mais en tout cas, il a fallu 18 mois. Et ça y est, enfin, on connaît les noms des différentes personnes de ce conseil. Je vais en citer quelques-uns pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors parmi eux, on peut compter Raphaël Coinda, qui est de l'FDL. Donc vous connaissez certainement le nom. Il y a Michel Losembe, qui est l'ADG de la BIAC. Mais on compte aussi des personnes de différentes confessions religieuses, des associations de femmes, des autorités traditionnelles et coutumières, des représentants du monde scientifique, des indépendants, et puis aussi, bien entendu, les gens de la diaspora docteurs. Alors avant de rentrer dans ce qui vous concerne, vous directement, la santé et la sécurité sociale plus généralement, qu'est-ce que vous en pensez de la mise en place de ce conseil? En fait, nous ne pouvons que jeter de fleurs, parce que le Conseil économique et social, c'est d'abord une institution normative qui est habilitée ou qui a pour objectif principal de voir à deux volets, c'est-à-dire d'abord les conditions sociales de la population, essayer d'établir les normes pour les redressements des conditions sociales de la population. Pour cette possibilité-là de proposer en fait aussi bien au président qu'au gouvernement. Oui, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas aussi de mesures d'application et puis il n'y a pas aussi de lois. Bien sûr. Et moi, je voudrais dire ceci. J'ai l'impression que nous sommes plus dans les procédures, beaucoup de conseils, mais les problèmes sont là. Un problème créé ne peut être résolu de la même manière qu'il a été créé. C'est Einstein qui le disait. Et je crois Alors vous pensez que le problème du quotidien des Congolais ne peut pas être résolu de la façon dont ça a été créé? Non, non. Donc faut être plus clair. Il faut faire des réformes en profondeur, surtout en matière de sécurité sociale. Il y a aujourd'hui, si vous regardez nos frères congolais qui travaillent dans les entreprises privées, notamment les entreprises des télécommunications, il y a un système là qu'on appelle aujourd'hui les sous-traitances. Ces entreprises-là, ils se font de l'argent dans notre pays, mais pourquoi ils ne sont pas capables d'engager des gens? Pourquoi les gens doivent passer toujours par les sociétés de sous-traitance? Même pendant les concertations nationales, je crois que le chef de l'État avait aussi épinglé ces problèmes. C'était parmi les résolutions à faire, les paliers à ces problèmes. Mais jusque-là, nous attendons encore. On veut voir beaucoup de changements, surtout dans cette matière-là. Les Congolais vivent dans la précarité et dans la misère. En tout cas, nous espérons que
ça va changer un jour. Dans tous les cas, Francis, en attendant le changement, donc ce conseil est mis en place. Maintenant, il faut aussi leur laisser le temps de s'installer et de pouvoir aussi faire une sorte d'audit, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Comme vous le dites, il y a plein de choses qui ne vont pas sur le terrain, mais il faut qu'ils puissent y aller, il faut qu'ils puissent rencontrer les Congolais. Donc donnons-leur peut-être cette chance aussi de pouvoir s'installer et puis on sera là pour pouvoir juger. Qui vivra verra. Exactement. Mais en attendant, vous me donnez l'occasion donc de vous donner la parole. Vous parliez de la sécurité sociale. Donc c'est l'objet de votre rubrique à vous, qui est la rubrique Racine. Alors, Francis, l'Institut national de sécurité sociale. Oui. Oui. Bon, s'il faut parler de la sécurité sociale en RDC, donc la sécurité sociale, cette expression a été prononcée pour la première fois aux États-Unis en 1935. Mais nous, dans notre cas, nous retenons que la sécurité sociale a connu... Faites attention à vous, il y a le docteur Timothée Bitilassi à côté, donc une information fausse. Oui. La sécurité sociale a connu deux phases, c'est-à-dire la phase coloniale et la phase post-coloniale. Dans la phase coloniale, il existait déjà un régime général pour la sécurité sociale qui était applicable aux employés expatriés et autochtones et aussi des colonies voisines. Et il y avait trois caisses. Il y avait la caisse des pensions des travailleurs, la caisse centrale de compensation des allocations familiales, il y avait le fonds des invalidités de travailleurs. Et à la période post-coloniale, c'est-à-dire en 1961, après l'indépendance, cette période a été marquée par le décret-loi du 29 juin 1961 qui instituait l'Institut national des sécurités sociales comme étant un établissement public à caractère technique et social. Mais au fil du temps, il y a beaucoup de lois qui ont régi cette institution. Et comme nous sommes arrivés en 1978, il y a eu l'ordonnance loi numéro 78 du 5 mai, l'ordonnance loi numéro 72 du 5 mai. D'accord, qui promulguait quoi? Qui portant institution l'INSS comme étant une entreprise publique. Et vers les années 2008-2009, il y a eu le décret-loi du 24 avril 2009 qui fait que l'INSS redevienne une institution, c'est-à-dire un établissement public. Il y a une nuance entre... Alors il y a une différence, oui, c'est ça, entre une entreprise publique et une institution publique? Oui, oui. D'accord. Donc une entreprise publique, on voit que c'est une entreprise à caractère commercial qui a des produits qui met à la disposition des consommateurs. En effet, l'INSS n'a pas de produit commercial. Mais qui dépend quand même, cette entreprise publique dépend quand même de l'État à ce moment-là, il me semble. Oui. L'INSS ne vit que des cotisations des employés, c'est-à-dire des gens qui travaillent. D'où le nom d'institution, donc d'accord. Des gens qui travaillent, qui cotisent pendant leur durée de leur travail et à la fin, ou soit à la fin de leur travail ou pendant des accidents de travail, l'INSS sera là, capable de faire des prestations sociales pour couvrir les pensionnaires ou les gens qui ont connu des accidents de travail. D'accord, merci Francis. Alors docteur Bitilassi, j'espère qu'il ne s'est pas trop trompé. Nous on est vraiment revenu uniquement sur l'historique, mais comme il a commencé un petit peu à le dire, il y a plusieurs branches donc, dans l'INSS. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement et pour qu'on puisse comprendre un petit peu la différence entre ces quatre branches. Donc il s'agit de la maladie, la pension, le risque professionnel et puis tout ce qui est familial, donc allocation familiale, etc. À l'époque coloniale, il y avait les caisses, les différentes branches du système de sécurité sociale étaient subdivisées en caisses. Il n'y avait pas une institution qui s'occupait de toutes ces branches-là. Comme il a dit là, il y avait une caisse qui s'occupait des pensions, il y avait une caisse qui s'occupait des allocations familiales, il y avait une caisse qui s'occupait carrément donc, il y avait une caisse, en fait, des invalidités de travailleurs. Et ça couvrait le Congo belge, le Rwanda et Urundi. Ça, c'était un élément très capital. Ce n'était pas seulement le Congo, il y avait aussi le Rwanda et tout ça. Alors, pour les soucis d'assouplir un peu l'administration,
et puis aussi d'éluder la discrimination, parce qu'à ce moment-là, les autochtones, avec les expatriés, n'avaient pas les redevances d'une même sécurité, d'un même système de sécurité sociale. Oui. On s'est dit, en 1961, comme il a dit là, il s'agissait du décret-loi du 29 juin, ça a créé l'INSS. L'INSS comme Institut national de sécurité sociale, avec la fusion de toutes ces trois caisses. Et puis, l'INSS était doté d'une personnalité civile et de l'autonomie financière. C'est ça d'ailleurs l'élément capital d'où je voulais revenir, de l'établissement public. Par rapport à qui? Par rapport à l'État? Oui, l'autonomie financière, c'est là où on va essayer d'ajouter la différence entre un établissement public et une entreprise publique. Donc, à ce moment-là, c'était l'autonomie financière. Donc, il y avait un organe gestionnaire qui gérait, qui était autonome, qui était responsable de sa gestion, évidemment. Alors, c'est 17 ans, je crois, après, en 1978, quand l'INSS devient, par la loi, comme il a dit là, 78/002, une entreprise publique. D'accord. Qui dit entreprise publique, c'est-à-dire c'était sous tutelle technique du ministère du Travail et puis sous tutelle administrative du ministère de Portefeuille. Là, vous voyez un peu l'autonomie financière qui a été un peu levée. Ce n'était plus l'INSS qui était responsable donc lui-même de sa gestion. Encore une fois, docteur, vraiment, ça c'est vraiment la partie historique. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, on comprend ce besoin avec ce que vous dites, on comprend qu'il y a un réel besoin au Congo, et on comprend aussi d'où c'est venu, mais le fonctionnement, concrètement, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on aimerait comprendre. C'est ça. Oui. Alors, l'INSS, c'est une institution de l'État qui est chargée d'organiser la gestion de prestations sociales, du régime général. C'est ça d'abord, la mission de l'INSS. Alors, l'INSS a ses différentes branches. Nous avons la branche de pension. C'est cette branche-là qui organise, c'est-à-dire tout ce qui est retraite pour les personnes âgées, etc. La vieillesse, quand vous êtes en retraite, vous devez percevoir les prestations sociales, de l'argent, et ainsi de suite. La branche pension. Pour vous permettre la survivance. Que vous ne soyez pas très pauvre et en train de quémander de l'argent dans la rue. Ça, c'est ça. L'INSS organise aussi la branche des risques professionnels. C'est-à-dire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et c'est dans cette branche que l'INSS s'occupe de la réparation des dommages liés aux accidents de travail, et aux maladies professionnelles des affiliés. Ça, c'est une autre branche. L'INSS organise la branche de famille. Nous appelons les allocations familiales. C'est vrai que cette branche-là... Dans les faits, c'est censé être quoi? Parce qu'on n'a pas l'impression, nous, comme ça, de voir ça sur le terrain ou de voir ça effectivement. En fait, oui. Là, vous avez peut-être raison. Parce que la branche des allocations familiales n'est que fonctionnelle pour le moment à Lubumbashi. D'accord. Alors, par allocation familiale, qu'est-ce que vous entendez exactement? Si moi, je peux prétendre à ces fameuses allocations familiales, d'abord, quels critères je dois remplir? Et puis, ça me donne droit à quoi? Si je vis à Lubumbashi, par exemple. Oui, les allocations familiales, c'est une branche qui organise l'INSS pour prendre en charge les familles, ce qui concerne la charge des logements, les logements sociaux. En Europe, vous le voyez. Nous avons des logements sociaux au Congo, ça? Vous savez? Non, quand on parle de logements sociaux, c'est-à-dire, vous êtes affilié à l'INSS et que vous avez un dommage par rapport à votre logement. Dommage, c'est-à-dire... ça peut être un accident ou... incendie, ainsi de suite. Et qu'il y a aussi une cotisation. Ce n'est pas que vous avez droit automatiquement. Donc il faut cotiser pour pouvoir prétendre. C'est là où je vais. Il faut être affilié. D'accord. Parce que l'INSS ne organise pas
le régime général de tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un détail. C'est uniquement pour les affiliés? Non, non, il y a la loi qui réglemente ça. D'accord. Ce sont les travailleurs qui sont régis sous les codes de travail. D'accord. OK? Ça, c'est un. Il y a le marin qui se retrouve en République démocratique du Congo. D'accord. Il y a... voilà, c'est un peu ça. Oui, il y a vraiment plusieurs... Il y a plusieurs. Ça, ça concerne la branche de pension. D'accord. Il y a aussi les agents de l'État qui ne sont pas dans une disposition particulière. Quand je parle d'une disposition particulière, nous voyons par exemple, l'INSS n'organise pas le régime général des militaires ou de policiers. Ça n'organise pas le régime général des parlementaires ou des diplomates. Ça n'organise pas non plus le régime général de magistrats ou encore des enseignants du secteur public. Parce que toute cette catégorie socio-professionnelle sont régies par un autre régime particulier. Alors, qui est régi par l'État congolais, le gouvernement. Alors, docteur, je vais juste vous demander de faire une petite pause parce que ça paraît un petit peu compliqué. Donc, on va vraiment revenir un petit peu plus en détail. Mais avant ça, je vous propose de regarder un petit élément. Donc, on a une rubrique ici qui s'appelle l'œil du Congo. C'est la rubrique dans laquelle on donne la parole aux Congolais. Donc, nous, on peut s'exprimer ici sur le plateau, mais on voulait entendre leur avis et plus particulièrement, en fait, sur le coût des soins et puis surtout sur la qualité. Donc on les écoute et on continue l'explication avec vous juste après. Je ne pense pas qu'avec les revenus d'ici en RDC, on peut s'en sortir avec ce système de santé. Bon, santé, il y a un problème à l'argent. Il y a la propriété dans le c'est qu'on vend l'environnement tout d'abord. L'environnement est bien. On a la santé, la maladie, la et puis battre la paix, soins, hygiène, place où ça a besoin d'abino. On a le gouvernement, à gros personnes beaucoup pour na kotamu saba médecin ba ko tamu ba full kolonga bilo salité ma full pour na propriété. On a to comment la santé ko za la ko améliorer pour ne banana yo moko. Après mutalibana na l'état de loboko. Yango ndelo na moni pona yango pona mbongo to so bela pona mbongo te. Mais malade bandana nzoto nde mbongo e pona traitement. Yango to senga ke no nzoto biso to batela na ndenga eleli et vendre les abana biso moko so maboko ko pesa mbote ko so maboko pona ba ko éviter malade msusu. Bon na bo pito to mona mingi bo to za malade oye. Soko zangi mbongo so négliger na ko ba toucher nanu e ko senga futa na mbongo. Ko ya bateli za la camographie ateli ka mesa ateli ba sunila kenai. Bosco ne siga wana pona ke ba traiter o senga mbongo so mbongo se mutu obika na ete boza négliger ça ba médecin mutu so kufa pona soin et ça moqué. Alors en suffisance il y a ba médicaments à l'hôpital il faut atteindre na moninga ne mo na centre ne mo sala privé pour atteindre pas les mbongo kuna moyo ya leta ngomoko akolinga ko tsambongo tanga ko tsana poche na yo privé ya sala ndako na ye yango ndelo to mo la penda mabeko mingi yango wana pour ba médecin mingi ko ça ba centre ya pembe no mo la médecin ba pesa rendez-vous na 15h koto na 12h koto bon yo za spécialiste en malade wana tango za rendez-vous na mutu na 15h bon mutu est-ce na 14h akufa na ye comme na je dis na vona comme na limité les hôpitaux bien sûr qui boye donc au commis boza malade ko ya malade grave bon ba s'occuper na yo ti ba occuper na makamu susu ko ya bo mba misubi ba kufa na makabo aye boye avandi mto occuper zate donc abunga ilunga iloko na maka ya ngwana wende wala misubi ba kufa bungu akibo ba occuper ti bo bakine na kama grave akibo ba occuper ti ndinga kufa basi na ndimbo ebeli okeke mbongo kende na weza muki o basengi kuni leki ebele bo pona traiter mutu baboyi ifeka mbongo ani koka. Je reprends le nom de Chamala Kalonji. Je reste à la commune délimitée. Et normalement, ce qui concerne la vie privée, vous voyez, l'économie vraiment de ce pays vraiment est en baisse. Nous travaillons malgré ce travail-là, mais l'argent qu'on nous paye ne suffit pas en tout cas. Pour se faire soigner à l'hôpital, il faut toujours avoir de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas se faire soigner, en tout cas, madame. Bon, vous arrivez comme ça, vous pouvez être là, il faut pour s'examiner tout simplement. Tout d'abord, c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, on te laisse comme ça. Très attentif à ce petit baladeur. Ça, c'est la première partie, on verra la suite tout à l'heure. Vous n'êtes pas forcément concerné directement en tant qu'agent de l'INSS, mais en tant que docteur. Quand vous entendez ce genre de choses, par exemple, on arrive à l'hôpital, on ne peut pas commencer à nous soigner parce qu'on n'a pas d'argent. C'est quelque chose d'assez grave. En tant que docteur, vous prêtez serment quand même en premier lieu pour soigner les gens.
argent ou pas argent, il me semble. C'est ce que je disais, j'étais en train d'expliquer. D'accord. C'est vraiment écœurant. Parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas nous comparer des pays européens, et ainsi de suite. Mais il y a quand même un élément qui frappe. Si vous êtes de n'importe quelle catégorie, riche ou pauvre, l'accessibilité financière aux soins dans les structures hospitalières, ça c'est un acquis. Que vous soyez ministre ou bien que vous soyez laboureur, si on peut dire. Alors, c'est là où on en revient que les systèmes de sécurité sociale marchent. J'aurais plutôt envie de vous dire non, justement, docteur. C'est comme si vous donniez le bâton pour vous faire battre, parce que vous nous dites, donc, c'est à l'État, où il faut qu'il y ait une structure pour gérer cette sécurité sociale, mais vous ne le faites donc pas, si les gens n'arrivent pas à se soigner. J'en arrive là, soyez patient. Je dis, il faut que les systèmes de sécurité sociale marchent. C'est la confusion que nous avons. Nous pensons que l'INSS organise les systèmes de sécurité sociale de tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Mais par exemple, on parle de mutuelle de santé. Vers qui on doit se tourner si l'État doit mettre en place une mutuelle pour les Congolais, par exemple, les plus défavorisés? Moi, je juste quelque chose. Parce que jusque-là, il y a un problème. Jusque-là, il n'y a pas une loi qui promulgue au Parlement qui oblige tous les Congolais à être assujettis à une mutuelle de santé. C'est pas obligatoire, c'est un problème. Parce que c'est la volonté de chacun, donc, que ça se fait actuellement. Le jour qu'on va promulguer une loi, parce que sous d'autres cieux, en France, en Belgique, tout le monde est assujetti. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, un travailleur et ses bénéficiaires ou ses ayants droit, donc, quand ils tombent malades, ils auront la facilité d'accéder à l'hôpital. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quelques mutuelles de santé qui sont en train de naître, mais puisque l'État ne les accompagne pas correctement, c'est pourquoi il y a des problèmes. Il y a des mutuelles tombent souvent en faillite. Le système des assurances médicales sont vraiment caduques. D'accord. Alors ça, c'est votre position à vous. Toujours pour continuer dans le débat, docteur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un médecin qui, lui, travaille dans le privé, pour le coup, qui nous explique aussi son expérience. On a entendu la population. Écoutons le docteur qui nous explique les difficultés en termes d'emploi, en termes de possibilités aussi, tout simplement, de travailler. Et ça, c'est dans la rubrique « C'était mieux avant ». Dire que le système congolais est moins performant, c'est sur base de quoi que vous tirez cette conclusion? Peut-être dire que notre prise en charge, en fait, nous sommes limités par rapport au matériel, là, je dirais oui, mais dire que le système est vraiment moins performant, là, je ne partage pas cet avis. Dire, je dirais oui. C'est vrai que notre salaire est minime, mais du moins, jusque-là, ça va. On peut dire que ça va. Oui, il y a suffisamment de place. Il y a suffisamment de place pour d'autres médecins. Le comble, c'est que le jeune médecin ne veut pas aller en province, à l'intérieur du pays. C'est ça le comble. Ici, au pays, à la capitale, on nous dit toujours qu'il y a pléthore de médecins dans toutes les institutions de l'État. Et officiellement, le gouvernement, le ministère provincial n'affecte plus. Le secrétaire général n'affecte plus le médecin à Kinshasa. Mais dans d'autres provinces, il y a suffisamment de places. Vous verrez des coins où il y a un seul médecin, par exemple. Vous verrez des coins, si je me rappelle bien, au Bas-Congo, vous verrez un seul pédiatre pour toute la population qu'il y a dans ce coin-là. Imaginez-vous un peu. Donc, il y a suffisamment de place. Nous encourageons des gens de finir leur cursus de médecine, mais de ne pas se mettre dans la tête qu'ils font la médecine pour l'argent. Nous tenons compte de la réalité du pays. À combien revient le SMIC? Le revenu de notre population, c'est à combien pour que nous puissions dire que le médecin sont pauvres? C'est ça le grand problème. Parce que nous vendons nos produits à nos patients, c'est-à-dire quoi, nos services, nous le vendons aux patients. C'est à ces patients-là de venir acheter. Et si ces patients n'ont pas suffisamment de thunes, suffisamment d'argent pour payer nos services, que dirons-nous? Donc la grande difficulté, c'est celle-là. Le matériel, de formation aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines facultés de médecine qui mettent à la disposition de la population congolaise, pas de médecins, mais de porteurs de diplômes. Voilà. Par rapport à...
Voilà, docteur, avec cet élément, ça nous donne en fait l'occasion de donner la parole à tout le monde. On a bien compris que expliquer l'INSS demande vraiment beaucoup de temps, et là le temps nous fait un petit peu défaut. J'aurais quand même une petite dernière question pour vous. Est-ce que les Congolais peuvent essayer de comprendre qui peut prétendre justement à pouvoir être assujetti à l'INSS? En fait, oui, c'est très important cette question parce que ça permet de lever certains équivoques. Comme je le disais préalablement, que le régime de sécurité sociale n'est pas géré en entièreté par l'INSS. Parce qu'il y a une partie d'un régime particulier qui est géré par le gouvernement congolais. Alors, les personnes qui sont l'INSS, comme mon collègue disait, a été institué par le décret-loi du 29 juin 1961, qui est un décret-loi organique de la sécurité sociale et pour toutes les branches. Mais les travailleurs, ce décret-loi dit ceci, ce sont les travailleurs qui sont soumis aux dispositions du Code du travail, sans aucune distinction de race, de sexe, d'origine, ainsi de suite, mais lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, nonobstant de la nature, la forme et la validité du contrat, ou la nature et le montant de la rémunération. C'est pour répondre à sa préoccupation qui disait il y a des gens qui sont sous-traitance, ainsi de suite. Oui. Tous ces travailleurs-là, même ceux qui sont sous-traitance, doivent être assujettis au système de l'INSS. Ce qui est vrai, ça échappe par rapport à la malhonnêteté de leurs employeurs. Vous avez des contrôleurs, parce que souvent on a aussi ce problème-là, il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses, mais les contrôleurs, leur travail. Ils sont chargés non seulement de faire les recouvrements, mais aussi de faire la sensibilisation de toutes ces personnes-là, de tous ces employeurs-là qui ne font pas assujettir leurs employés au système de sécurité sociale. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les travailleurs journaliers occasionnels. Vous voyez? Il y a même les salariés domestiques. Un régime spécial aussi. Il y a les travailleurs domestiques. Quand vous avez un domestique à la maison, ces domestiques-là, vous devez l'assujettir au système de sécurité sociale. Ça ne doit jamais se faire. Je ne pense pas qu'une seule personne déclare. Il y a le marin immatriculé qui travaille au Congo. Et ce que je disais tantôt, les salariés de l'État. Ces salariés de l'État ou des entités administratives qui ne sont pas régis à des régimes particuliers. C'est un régime exceptionnel. Oui, c'est là où je disais que les magistrats, les diplomates, les députés, les enseignants des secteurs publics, tralala, ne sont pas assujettis à l'INSS. Donc on ne peut pas incomber à l'INSS toute la charge du régime général. Donc si la sécurité sociale ne marche pas dans notre pays, c'est l'INSS. Non, parce que moi je pense que à ce qui concerne notre apanage, nous pouvons dire quand même à 60 ou 70%, les histoires marchent. Parce que les prestations sociales sont données régulièrement. Ok, merci docteur. Merci Francis Cheko. Désolé, vraiment le sujet est passionnant, mais le temps nous fait défaut. Francis Cheko, merci, on vous retrouve la semaine prochaine avec votre rubrique Racine, comme d'habitude. Docteur Timothée Bitilassi, alors vous êtes de la direction d'action sanitaire et sociale de l'INSS. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer quelques petites choses. Et donc on ne se quitte pas comme ça. Comme chaque semaine, on a une petite caméra cachée. Alors là, celle d'aujourd'hui.